1, 2, 3. Bonsoir, je suis Mathilde. Et je suis Martin Kénéen. Je suis Éric Chauvier. Je suis Jean-Claude Poisson. Je suis Philippe Basset. Et ce soir, il nous entraîne dans cet inventaire de la France 2017 que nous tenterons d'écrire ensemble entre classe et déclassement, classe ouvrière, pavillonnaire et zone blanche. Ping-pong. La culture sans limite. La culture sert à tout, même à continuer le combat. 1929, l'année du grand krach boursier, fut aussi celle où Georges Bataille, le bien nommé, a créé la revue Document, qui prenait donc le document comme moyen d'observation du réel. Une observation chirurgicale, nous dit l'écrivain Frédéric Haribi, une entreprise d'extraction directe des aspects les plus sordides du réel. Et cette entreprise est particulièrement sensible dans le dictionnaire que l'on trouvait dans cette revue, un dictionnaire où l'on croise entre autres des chameaux, des crachats, les abattoirs de la Villette ou des cheminées d'usine. Des cheminées d'usine vues par un enfant qui y voit, je cite, des formes d'architecture terrifiantes et y décèle un état de choses violent. Oui, même un gosse de 1929 percevait la violence que subissaient les travailleurs aliénés par la machine industrielle, comme un gamin perçoit, sans doute aucun, la violence qui émane aujourd'hui des friches industrielles, tel le squelette décharné du haut fourneau du Cange dans la vallée de la Fensch. Et voici que ce dictionnaire batailleur, au matérialisme agressif, vient de reparaître, comme un antidote, ou plutôt une mise en crise salutaire face à la lâcheté et au désespoir intellectuel de notre époque. Car comme l'écrivait justement Bataille dans Document, le désespoir intellectuel n'aboutit ni à la veulerie ni au rêve, mais à la violence. Ainsi, il est hors de question d'abandonner certaines investigations. Il s'agit seulement de savoir comment on peut exercer sa rage. Si on veut seulement tournoyer comme des fous autour des prisons, ou bien les renverser. Tu penses que ta vie est sans grande importance, que les mots qui te viennent n'ont pas vraiment de sens. Le gouffre qui t'appelle, tu descends en rappel, sentant l'odeur du soufre, pour moi, t'es la plus belle. Trêve de confiserie avant de descendre dans le gouffre du groupe chanté par le groupe Bagarre, comme on descendait jadis dans la mine. Je vous rappelle que cette anthologie réunissant une quarantaine d'articles signés Georges Bataille, Michel Léris, Robert Desnos ou encore Marcel Griaule est réunie sous le titre Dictionnaire critique et publiée aux éditions Prairial. Et notez que, sans ironie, le magazine Grazia, notre partenaire, vous conseille aussi ce dictionnaire critique cette semaine dans ses pages culture qui font même des trous dans les murs. Éric Chauvier, avec son dictionnaire critique, Georges Bataille travaillait le réel, non seulement les paysages de la réalité, mais il travaillait aussi le réel dans la langue, par les effets que produit le langage, des effets qui deviennent de véritables faits et qui, à partir de là, peuvent être observés, comme le fait un anthropologue, ce que vous êtes, Éric Chauvier. Bataille observait le réel et le réel transformé par les mots, parce qu'il appelait précisément les besognes des mots. Et je voulais savoir si vous, qui écrivez vos récits anthropologiques dans la ville-centre, mais aussi dans ce que vous appelez l'outre-ville, que ce soit les zones pavillonnaires ou les banlieues françaises, est-ce que c'est pas ça aussi votre travail, c'est-à-dire de dévoiler l'importance des mots qui deviennent des faits et qui du coup matérialisent différemment la réalité et la violence ? Oui, je pense que c'est exactement ça mon travail, d'arriver à dissocier ces registres de discours entre le langage de la gouvernance, le langage des usagers, le langage des banlieusards, etc. Prononcer un mot, c'est pas juste donner une info, c'est aussi faire exister une partie de la réalité, en fait. C'est le pouvoir performatif du langage. Et effectivement, on a beaucoup créé moi, je travaille beaucoup sur les zones périurbaines, mais on sait pas trop ce que c'est. Périurbaine, c'est comme si vous essayiez de nommer par exemple, un mouton avec le mot vache. Enfin, je sais pas si je suis très clair, mais enfin. Mais il y a une émission sur France Culture qui s'appelait Le Périurbain n'existe pas, en effet. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est surtout la façon de mesurer notre incapacité à nommer ces zones-là, finalement. Périurbain, on parle de même nom, périmétropolitain. C'est surtout des limbes. On sait pas travailler ces zones-là, on sait pas les nommer, donc on va dire que c'est moche, on va dire que c'est délaissé, mais en fait on sait pas travailler, on sait pas comment les gens vivent à l'échelle 1, je veux dire, de la vie ordinaire. On sait pas si on a affaire à la classe ouvrière, à la classe moyenne.
je pense par ailleurs qu'il y a un lissage de classe généralisé, c'est-à-dire que l'expression même de la conscience de classe est devenue impossible dans ce pays, en fait, quelque part. Donc, et ce langage participe de ce lissage, d'une certaine façon, des rapports de classe. Je pense qu'exprimer sa conscience de classe, ça permet d'éviter pas mal de problèmes. Philippe Basset, vous, dans cet anniversaire de la revue Feuilleton, donc c'est 5 ans, vous parlez de cette position de faiblesse dans laquelle il faut écrire le réel par rapport à une position un peu dominante de la fiction, dans la façon de nommer les choses, vous qui travaillez aussi sur les zones blanches, c'est une attention comme ça particulière que vous avez, vous vous rendez compte aussi qu'on a des mots qui sont pas du tout à leur place? C'est-à-dire que je pense qu'on est tous hyper paumés et que moi j'essaye de partir de ça en fait, de partir de cette espèce de sidération, de voir que j'ai pas de là, j'ai pas de guide. Comme disait Eric, on se retrouve dans des quartiers où on sait pas ce qui se passe, on sait pas comment les nommer. Et c'est vrai que, il y a très longtemps, j'avais écrit un livre justement sur les zones cartographiques qui n'avaient pas de signes et pas de nom. Sur les cartes IGN. Voilà. Et ce qui était drôle quand j'avais fait ce livre-là, c'est que la réception avait été que beaucoup de gens pensaient que c'était une fiction en fait et que c'était quelque chose que j'avais inventé et que ça n'existait pas. Et donc en fait quand le livre avait été édité, il y avait vraiment des extraits de cartes avec des morceaux de blanc pour bien montrer que c'était le cas en fait. Et quand j'avais été pour reproduire ces cartes, j'avais été négocier les droits auprès de l'IGN, donc l'Institut géographique national, et ce manque sur les cartes ça avait été l'occasion d'une scène véritablement absurde où en fait les géographes avaient très mal pris mon initiative parce qu'ils pensaient en fait que c'était un livre de critique de l'IGN en fait et qu'en fait je critiquais leurs faiblesses. Alors que c'était pas du tout ça. En fait, je suis pas géographe, je suis rien du tout. Mais ça m'intéressait cette faiblesse-là, justement, pour revenir au mot que vous utilisiez, m'intéressait parce que je la trouvais révélatrice. Et puis, je trouvais que justement, elle était, ça s'étendait aussi à plein d'autres catégories du réel, notamment le langage. On peut rappeler que vous êtes cofondateur avec les plasticiens Xavier Bismuth et Xavier Courtex de l'atelier de géographie parallèle. Avec vous, Jean-Claude Poisseron, peut-être une réaction sur des mots. On sent dans La bataille de Florange, votre film qui est toujours en salle, qu'il y a ce documentaire donc sur la bataille très longue ArcelorMittal, qui a aussi un problème un petit peu avec les médias sur la façon de nommer les choses. C'est quelque chose que vous avez ressenti, des mots à côté aussi dans cette bataille? Disons dans la perception qu'ont les médias d'un conflit comme celui-ci, c'est sûr que les mots sont, on va dire, galvaudés, sont... vous savez, il existe une phrase d'un philosophe indien qui dit « les mots ne sont pas les choses ». Et ce conflit, moi, la manière dont je l'ai vécu et je l'ai filmé, était beaucoup sur la parole, donc la parole ouvrière, les mots comme fraternité, comme solidarité, sont des mots qu'on entend tout le temps, un peu partout, dans tous les milieux, mais ils sont creux quand ils sont prononcés de cette manière-là. Quand ils sont dans le réel, confrontés au réel, on est dans des mots qui sonnent vraiment en résonance par rapport à une réalité, par rapport à un vécu, quoi. Donc moi, ce que je retiens disons de l'expérience que j'ai en faisant ce film, c'est des mots qui sont sincères, qui sont complètement épurés, on va dire. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas qui ont un sens, quoi. Or, ces mots ont été toujours confrontés avec la politique, c'est-à-dire les gouvernants successifs qu'il y a eu, parce que le film a traversé quand même 3 élections, et il s'est trouvé qu'il y a eu des promesses de Sarkozy quand il était au pouvoir pour sauver Gandrange et pour sauver Florange, et peu de temps après, Gandrange, 1 mois ou 2 mois après, Gandrange a fermé quand même.
licenciant quand même plus de 2000 personnes. Et Mittal s'apprêtait à faire la même chose. Il a dit je vais sauver Florange. Il a obtenu 17 millions d'euros de Mittal, donc de Monsieur Mittal. Et finalement, c'était une goutte d'eau. C'est comme si vous changiez le pneu sur une voiture en disant ça y est, maintenant ma voiture est neuve. Alors que eux, ils étaient dans une autre configuration. Je parle des ouvriers. Hein. Ils étaient dans une configuration de faire respecter la parole. Donc ils se sont battus pour que la parole soit tenue. Et finalement, ils ont été trahis par les deux présidents, quoi. On va donc parler à la fois de la classe ouvrière, de la classe moyenne et aussi des écrivains qui s'égarent dans des zones inconnues. Avec vous trois, donc Jean-Claude Poirson, Philippe Vallet et Éric Chauvier, dans le cadre de cette journée spéciale consacrée à l'inventaire du territoire français. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey. On est mis normalement ici, tranquillement, vous nous casser, vous nous prenez pour qui? On est de la merde, nous! L'industrie de la sidérurgie qui est en danger, forcément qu'on a notre mot à dire. Forcément, parce que là, il faut une décision du gouvernement. Sinon, M. Mittal, c'est un rouleau compresseur, il va nous écraser et il va fermer l'usine. Et ça, pour nous, c'est impensable, on ne l'admettra jamais. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CV à papa. Le gouvernement n'a pas retenu l'hypothèse d'une nationalisation transitoire. On lâche rien, 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 on lâche rien. Le Front National à Yoche. Résistance, 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 résistance. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. La bataille de Florange, c'est sorti le 26 octobre et c'est toujours en salle. Le documentaire a été récompensé du FIPA d'or en 2016. Jean-Claude Poisson, on l'a entendu un petit peu à la fin de cette bande-annonce. La question du Front National, c'est la fin du film et en même temps, c'est le point de départ du film, puisque vous êtes parti en 2012 d'une enquête sur la montée du Front National dans le monde ouvrier en Lorraine. C'est ça qui vous a poussé vers Florange. Vous disiez la résignation, gagner du terrain sur la résistance. Et dans quelle mesure, voilà, vous avez empiriquement pu voir les ressorts de ce qui progresse et ce qui est chiffré aujourd'hui, qui est l'augmentation du nombre d'ouvriers au sein de l'électorat du Front National? Disons que je suis parti effectivement d'une indignation par rapport à une incompréhension surtout que comment ça se fait que le monde ouvrier puisse voter pour l'extrême droite, parce qu'en principe, je suis ouvrier d'origine. J'ai travaillé pendant 20 ans en usine et dans le bâtiment. Donc, dans ma tête, c'est impensable que des ouvriers puissent voter à l'extrême droite, quoi. Donc je suis parti de cette idée-là. En même temps, j'avais envie d'embarquer le spectateur du film, déjà en amont, et de l'emmener dans le conflit, à l'intérieur, de le voir à hauteur d'homme, qu'il soit vraiment scotché au réel, quoi. Et puis finalement, à la fin du film, quand j'ai fait le bouclage de ce film, je me suis aperçu que ma motivation première avait été largement, on va dire, j'ai eu une déception par rapport au film, par rapport j'ai cru que les images pouvaient transformer une partie de la réalité, en tout cas. Et là, je me suis aperçu que finalement, c'est pas mes images, mais ce conflit a généré encore plus de Front National. Et c'est terrible parce que, je veux dire, il y a des gens qui se sont battus pendant 2 ans, et moi, le film, je l'ai encore continué pendant 1 an pour suivre un peu les gens, ce qu'ils allaient devenir. Et je me suis aperçu que finalement,
La déception des gens quand ils votent le Front National, elle est due aux politiques qui ont complètement menti au peuple, qui ont tout le temps raconté des salades, qui les ont toujours emmenés sur des terrains que eux ne souhaitaient pas aller. Voilà, les trahisons des deux présidents successifs a amené le Front National, entre guillemets, pas au pouvoir, mais en tout cas c'est lui qui a récupéré la mise du conflit, quoi. Et pourtant, on les avait jamais vus sur le conflit à aucune minute, hein, mais vraiment jamais, quoi. Oui, ils sont pas engagés, ils sont pas déplacés. Non, rien, même pas des distributions de tracts, on les a jamais vus. Et puis au final, c'est eux qui ramassent tout, quoi. Alors ça fait vraiment mal aux tripes, surtout quand on a passé 3 ans à faire un film sur un sujet comme ça. Et c'est malheureux parce que je me suis quand même interrogé si j'allais mettre cette séquence de fin en restant là-dessus. Et je me suis dit non, il faut la mettre parce que il faut que les politiques comprennent le désastre qu'ils peuvent provoquer quand ils racontent des sornettes aux gens et puis qu'ils les enfument en permanence. D'ailleurs, on est en pleine campagne électorale, enfin, même si c'est les primaires, mais c'est déjà une campagne. Et on ressent la même chose. Je veux dire, comment quelqu'un qui a fonctionné pendant tout son mandat avec le 49.3, le lendemain, quand il se présente, et il dit « ça finit, je veux l'abolir ». Donc, franchement, est-ce que c'est crédible ? Alors le film se termine en effet sur le triomphe du Front National aux élections européennes. Depuis, il y a eu un nouveau maire à Florange, un des plus jeunes maires de France, élu à 22 ans, et qui disait être un grand admirateur de Nicolas Sarkozy, notamment pour son ambition de passer les banlieues au Karcher. On sait ce qui s'est passé dans un autre espace industriel et désindustrialisé comme Hénin-Beaumont, par exemple, hein, où il y avait en effet ce fameux boulevard de la mort, boulevard de la désolation. Vous voyez les usines en friche qui ont contribué à l'élection du Front National dans cette commune. Éric Chauvier, vous vouliez intervenir ? Oui, j'ai l'impression que c'est entre Macron et Le Pen en fait que ça se joue un peu. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette fascination pour la croissance, l'économie. On va repartir sur les vieilles lunes, mais au fond, le Front National fait son électorat sur le sentiment de déprise en fait. Ce que vous décrivez, c'est du sentiment de déprise. Les gens sont d'abord déconnectés du mode de production et ensuite déconnectés des paroles des gouvernants, d'un ensemble d'éléments qui et c'est justement ce sentiment de déprise. Les territoires français aujourd'hui, je sais pas, on peut imaginer 40 millions de personnes ou 30 millions de personnes, on ne sait pas vraiment en fait, sont dans ce sentiment de déprise vis-à-vis du monde qui tourne et qui incarne très bien les métropoles en fait, une réussite économique, j'ai travaillé la parole raciste en contexte en fait. Oui, il y a votre ami d'enfance François que vous croisez, qui est fils d'ouvrier. Oui, qui est un type que j'aime bien. Je veux dire, je suis pas, mais j'analyse sa parole raciste en contexte. Elle émerge après la description de son cadre de vie dans un territoire qui est sur fond d'inégalité territoriale, plus de mobilité, viré de son usine, etc., le plan social, etc. Donc il n'y a pas vraiment de cible, c'est pas du racialisme au sens strict du terme, c'est la cible, c'est le monde économique et le sentiment de déprise qu'il éprouve à cet instant en buvant beaucoup de Ricard, parce que ça aide quand même, pour accepter sa situation. Enfin donc, le Front National, il faut quand même remettre ça dans un contexte qui est l'évolution exacte et précise du capitalisme dans sa phase tardive, c'est-à-dire la déconnexion aujourd'hui du monde qui nous entoure et qu'on a beaucoup de mal à retravailler, quoi, et à être en prise avec ça. Philippe Basset, justement, sur ce sentiment de déprise et peut-être votre réaction, donc vous qui êtes dans la revue Feuilleton avec cet article sur l'écriture en position de faiblesse, c'est un numéro qui est entièrement consacré à l'écriture du réel. Je voulais faire réagir à cette déclaration d'Édouard Louis récemment. Je ne sais pas si vous avez lu l'écrivain Édouard Louis qui a été interrogé par le journal Le Monde sur l'électorat de Trump qui était principalement blanc, masculin et peu diplômé. Il disait voilà, finalement, que ce soit Trump, le FN, le Brexit, etc., c'est un phénomène d'exclusion. Une grande partie de ceux que j'ai côtoyés dans mon enfance, donc En finir avec Eddie Bellegueule, ceux qui crachent sur lui, votent aujourd'hui pour le FN et quand ils le font, ils disent c'est parce que Le Pen est le seul à parler de nous. Est-ce qu'il y a aussi, là encore, une question de langage ? C'est très très vaste comme question. Non mais vous qui essayez justement de définir cette écriture du réel et de comment elle doit s'y prendre et cette position de faiblesse que la fiction doit réinvestir, c'est une vraie question, la façon dont on s'adresse. Ben moi, je m'adresse moins que j'écoute, en fait.
Dans ce numéro de feuilleton, moi je suis journaliste, j'écris aussi des romans, mais je suis journaliste, et dans le numéro, il y a des écrivains, il y a des mais il y a Joanne Didion, voilà, mais moi, c'est vrai que j'étais un peu tétanisé quand ils m'ont demandé justement parce que la définition et les textes théoriques, c'est pas trop quelque chose dans lequel j'excelle. Et donc, du coup, plutôt que d'essayer de donner une définition, de dire voilà, c'est la littérature du réel, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire, etc. J'ai plutôt raconté ce qui moi m'intéressait en fait, dans le fait d'écrire le réel. Et dans ce qui m'intéresse essentiellement, c'est le fait d'être tout le temps remis en question, de pas avoir de feuille de route, de pas pouvoir manipuler ce sur quoi j'écris aussi, parce que je peux pas inventer des personnages, je peux pas créer des rebondissements, etc. Je suis toujours, enfin le sol s'écroule sous moi en permanence en fait, et le langage aussi fuit en permanence. Donc du coup, je suis toujours obligé de changer de mots, de raccrocher des choses, etc. De comprendre pourquoi on utilise tel mot plutôt que tel autre. Mais ce que j'essayais de faire aussi, c'est de dire que, parce que je voulais pas faire un catalogue de définitions, etc., mais revenir en gros aux fondamentaux. En règle générale, quand on écrit sur le monde, c'est parce que on sait pas où on est et qu'on a envie que le monde, malgré tout, aussi désorganisé et incompréhensible soit-il, est quand même plutôt excitant, en fait. C'est aussi excitant d'être en position. Vous dites même qu'il résiste. Ben oui, c'est ça qui est plie difficilement au récit. Ben oui, parce que c'est ça qui est, du coup, il y a un enjeu, quoi. On n'est pas pour moi, c'est vrai que c'est une angoisse absolue d'être à ma table et d'inventer des rebondissements ou des personnages. En fait, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de sortir de chez moi et de suivre des pistes qui ensuite vont se démultiplier, etc., qui vont me laisser avec un écheveau tout embrouillé. Mais ça m'intéresse plus, en fait. Voilà. Vous êtes peut-être à cet égard, Philippe Vasset, représentant aussi d'une génération, parce que vous dites que votre littérature du réel, si elle est à hauteur d'homme, comme la façon qu'a Jean-Claude Poirson de filmer dans la bataille de Florange, vous, c'est pour témoigner, pour décrire le monde, éventuellement pour le décomposer et poser des questions, mais certainement pas pour renverser le monde quand vous partez à la rencontre d'intervenants ou d'humains, de citoyennes, de citoyens dans les rues. Et il n'y a pas un objectif politique dans votre entreprise comme peut l'être celui de Jean-Claude Poirson, ou comme pouvait l'être aussi dans les années 70 celui d'Hélène Bleskine. Mener une vie de petite bourgeoise, impossible. Crever d'angoisse et de solitude, non. Faire de grandes choses, le moteur de Gargenville. La vie éclatée et bouleversante dans la région de Renaud-Flin. Notre commune allait faire bouger les consciences, et un mouvement de masse en naîtrait. C'était comme un acte de théâtre que les gens regardaient, vivaient quelquefois avec nous. Mais c'était l'échec. Le mur de la confusion nous encerclait, pénétrait mes pensées, et la misère resserrante de la vie de tous les jours de bouffer notre tête. Gargenville, carrefour de mes doutes, l'heure de la vérité, la douche froide de la réalité inassumable. Ces années-là,
une fiction signée Hélène Bleskine qui a été diffusée sur France Culture. Hélène Bleskine qui, dans ce texte qui est au départ un récit, entend témoigner du réel, de la réalité de son expérience d'ouvrière établie dans l'usine de Renault-Flin en 1971 et aussi dans la commune de Gargenville, dans une maison communautaire et où elle dévoile toute la violence et la désillusion de la rencontre entre ces jeunes intellectuels qui s'engageaient notamment dans les groupuscules maoïstes, comme ça a été votre cas, Jean-Claude Poisson. Et voilà, la violence de la rencontre avec la réalité de la classe ouvrière. Et on écoutait aussi Working Class Hero de John Lennon qui accompagne cette fiction, puisqu'on est dans l'inventaire du territoire français dans les années 70, au moment où un certain nombre de militants s'établissent dans les usines, donc vont travailler dans les usines. Les grandes usines sont des points chauds, des points nodaux, des points centraux d'une certaine façon du territoire français. Or, aujourd'hui, on a l'impression que ces grandes vallées ouvrières, comme celle de la Moselle, où on trouve notamment Hayange, disparaissent, sont oubliés, sont délaissés, voire on tente de les effacer. C'était aussi ça, vous le documentariste, avec non seulement le son, les mots, mais aussi les images. Vous cherchiez à attraper des lieux et à visiter, explorer des lieux qui aujourd'hui échappent au regard. Disons que après mai 68, j'ai travaillé dans la sidérurgie, notamment aux aciéries de Pompée et à Gondange, qui était déjà encore, où il y avait encore les hauts fourneaux. Il faut savoir qu'en Lorraine, il y avait 80 hauts fourneaux. Les 2 derniers hauts fourneaux pour lesquels ils se sont battus, ils les ont perdus. Mais je tiens quand même à préciser qu'il faut pas voir les choses aussi noires. C'est vrai, mais c'est vraiment vrai que le Front National a progressé sur la désertification industrielle. Abandonné par tous les gouvernements, donc à force les gens, plus de travail, ils peuvent aller au Luxembourg qui est juste à côté, mais ça va à un moment. Enfin, je veux dire, il y a pas de place pour tout le monde, quoi. Donc du coup, moi ce que j'ai ressenti, c'est que il y avait à un moment donné une urgence de montrer autre chose, de montrer une résistance, de montrer ce que c'est que le monde ouvrier quand non seulement il lutte, mais aussi quand il gagne. Et malheureusement, non seulement ils ont gagné, mais malheureusement, quand je voyage avec le film et puis que j'assiste à des débats, il se trouve que les gens croient que Florence, c'est fini, il n'y a plus rien. Ils croient qu'ils ont perdu, qui sont tous licenciés. C'est pas le cas. Ils ont juste perdu les 2 hauts fourneaux. Il n'y a eu aucun licenciement et ils ont gagné. Et c'est ça qu'il faut quand même dire. Ils ont quand même arrivé à faire plier Mittal, qui est quand même pas n'importe qui. C'est le numéro 1 dans le monde de l'acier. Et en même temps, ils ont sauvé leur vallée, quoi. Voilà. Et en retour, à force d'écouter le Front National qui a dit, parce qu'il y avait Édouard Martin qui s'était présenté aux élections pour le Parlement européen. L'un des ouvriers qu'on voit, un des héros de votre bataille de Florange. Et à la minute précise où il a fait sa déclaration sur France 2 avec Pujadas, Philippot a tout de suite dit Laurent Philippot du Front National. Oui. Voilà, donc il va à la soupe. Donc c'est un traître. Même pas une minute après encore, Nadine Morano, exactement la même phrase. Je veux dire, et les lendemains, les 3-4 jours qu'on suivi, les journaux télévisés, je parle des grosses chaînes historiques, étaient, et même les chaînes d'infos, étaient à Florange et à Gondange et à Hayange, enfin dans la vallée, et interrogeaient les ouvriers sur... Alors, qu'est-ce que vous pensez de la candidature d'Édouard Martin? Est-ce qu'il a trahi? Voilà. Forcément, qu'est-ce que vous voulez que les gens y répondent? Parce qu'il y avait déjà la réponse dans la question, quoi. Je veux dire, là, c'est pour ça, on revient au langage, on revient aux mots. Je veux dire, il faut faire attention. Moi, je vois plus l'actualité de la même manière. Quand je regarde un journal télévisé aujourd'hui, bon, j'avais déjà un regard critique, mais j'ai vu comment ça fonctionne, un journal télévisé. Et quand je regarde un journal télévisé, que ce soit du service public ou de TF1, mais surtout du service public, je suis étonné de voir la manière dont on instrumentalise l'information et comment on la met en dramaturgie. Et ça, c'est très grave.
C'est très très grave. Hein. Rappelez-vous, je sais plus quelle année c'était exactement, j'ai la mémoire qui me flanche. Au moment de Jospin et 21 avril 2002. Oui, les faits divers qu'on monte en épingle. Voilà, il y a eu un fait divers qui a été mis juste le jour, la veille. L'insécurité. Voilà, la veille du scrutin, quoi. Enfin du vote, quoi. Donc comment voulez-vous que je veux dire, les médias, je parle des médias audiovisuels, ont une grande responsabilité parce qu'elles n'ont pas retransmis l'information. Elles n'ont pas continué le travail. Elles ont été sur Florange quand il y avait des moments durs et quand il y avait des moments qui se passait plus rien et qu'ils ont gagné, ils n'ont pas dit. Il y a plus d'infos. Il y a plus rien. Et c'est pour ça que les gens croient que c'est fini, voilà, alors que c'est faux. Et justement, par rapport à cette manipulation, peut-être pas consciente, en tout cas, c'est par une hiérarchie d'information, c'est par l'utilisation d'un certain langage, c'est par parfois effectivement le fait de ne pas savoir et de ne pas l'assumer, de préférer prendre des positions savantes. Vous, avec votre caméra, lorsque vous filmez à hauteur d'homme, en prenant le risque de l'émotion, vous n'êtes absolument pas dans l'ajout de voix off, on n'est quasiment pas dans non plus un artifice du montage, c'est presque un grand plan séquence de réel, hein, même si vous resserrez. Donc vous, quelles questions vous vous posiez justement par rapport à ça, par rapport à ces hommes, à la façon dont vous les filmiez et à cette justesse, à cette vérité? D'abord, dans un premier temps, de pas tricher. Ça, c'était pas seulement vis-à-vis d'eux, mais vis-à-vis de moi-même. Hein. Donc, je veux dire, il y a eu quand même 3 mois de montage. Hein. C'est pas le film. Peut-être il se déroule bien. Enfin, on va dire qu'il se déroule. Et mais derrière, il y a quand même, si vous voulez, des choix qui ont été faits pour que les choses s'articulent, quoi. Mais il n'y a pas de manipulation de l'image, il n'y a pas de manipulation des personnes, il n'y a pas de manipulation comment on appelle ça, du sens, quoi, de la démarche, quoi. Donc c'est un film vraiment où j'ai donné beaucoup de choses et en même temps j'ai reçu aussi beaucoup de choses. Et ça, il faut jamais l'oublier. Moi, j'ai reçu quelque chose qui était très fort, qui était à la fois la confiance de ces gens qui m'ont accepté pendant 2 ans à les filmer, enfin 3 ans pour certains, et en même temps le résultat pour eux, ils s'y reconnaissent, quoi. Donc pour eux, c'est le film qui donne le meilleur, comment on appelle ça, qui retrace l'histoire, parce que bon, c'est vrai que il y a eu 2 autres films qui ont été faits, mais celui-ci, il englobe à la fois l'ensemble de la lutte et en même temps les émotions, quoi. Et ça, moi, j'y tenais, ces émotions, parce que dans ces émotions-là, il y a tout ce qu'on appelle le non-dit, il y a ce qu'on appelle aussi le travail intérieur que les gens ressentent, quoi. Je veux dire, quand on voit les sidérurgistes se faire matraquer ou se faire gazer ou hurler comme on a entendu Antoine que vous avez mis en générique au début, il s'adresse au CRS et il y va dur, hein. Et voilà, ça c'est de l'émotion et c'est de la parole ouvrière et dans un contexte qui est de lutte, quoi, de lutte et en même temps de comment on appelle ça, de ressenti. Enfin, je veux dire, on peut pas, il n'y a pas d'autre mot, quoi. 1, 2, 3. Vous écoutez Ping Pong sur France Culture. À suivre, les nouvelles métropoles du désir, des territoires arpentés, explorés, je dirais pas au péril de sa vie, mais presque, par Éric Chauvier, et toujours la présence de Jean-Claude Poisson en lutte, et de Philippe Vasset qui joue les intrus, les importuns, et qui explore, lui, les éclipses et les trouées. Ping-pong. La culture sans limite. Dans cet inventaire de la France à l'aune de 2017, ajoutons Catastrophe, qui intègre le déclinisme ambiant dans son nom pour mieux le désintégrer. Cette formation électro-lyrique a publié un mini-album au nom tout aussi crépusculaire, Dernier Soleil. Seulement, au cœur des chansons, c'est tout l'inverse qui se joue. Dans leur cartographie musicale de l'époque, les nuages sont remplis de caricatures sans modèle. Devant l'horizon inconcevable, seule la fortification des égos tient lieu de perspectives d'avenir. Et puis, tout d'un coup, tout s'est ouvert. Catastrophe croit aux possibilités hallucinatoires du réel et le chante. Écoutons leur message.
Catastrophe et son message dans cette séquence politique 2017 qui s'annonce. Catastrophe croit à la désincarcération des possibles. Le monde est une pâte à modeler, pas cette masse inerte et triste pour laquelle il passe. De futurs multicolores nous attendent. Essayons encore, ratons mieux, dit Catastrophe, qui publie donc ce mini-album chez Tricatel, le label de Bertrand Burgalar. Et Catastrophe, avec qui vous avez fait un spectacle. On sait tout. Philippe Basset. Non, j'ai pas fait un spectacle, mais je suis extrêmement fan de Catastrophe. Je trouve leur enthousiasme et l'espèce de premier degré extrêmement changeant et les espèces d'afflux d'émotivité sans cynisme sur des musiques démentes. Enfin, je trouve ça formidable. C'est des gens déments. Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong. Au moment précis où je prends conscience que je ne serai visiblement jamais servi, parce que je ne suis de toute évidence pas qualifié pour relever l'épreuve de commander une bière, je me sens absolument seul et isolé. L'ambiance qui émane d'une musique jouant de contraste entre lascivité et martialité, une chanson de Katy Perry remixée, ne peut faire diversion. Je ressens pleinement ma mise à l'écart. Des bribes de récits périurbains reviennent, parfaitement dissonantes ici, au Dark Rihanna. Je revois d'abord, de façon fugace, mon hypermarché et son affreuse et pathétique sociabilité. Nous nous y confondons avec nos caricatures, poussant des caddies remplis de marchandises, cherchant vainement une place pour nos véhicules polluants sur un parking de plusieurs hectares, roulant du matin au soir le long de zonages commerciaux inesthétiques. Je pourrais m'en tenir à cela, à notre laideur et à notre misérable condition, mais surgit déjà ce souvenir traumatique que je pensais avoir refoulé dans un arrière-pays de ma mémoire. Vous êtes donc dans un bar tendance, le Dark Rihanna, dans un centre-ville, comme il y a tant de centres-villes aujourd'hui, un centre-ville commerçant et bien achalandé. Vous êtes dans la compagnie d'Éric Chauvier, vous êtes dans les nouvelles métropoles du désir. Son texte, son récit anthropologique, son roman, publié chez Alia, toute cette histoire commence, Éric Chauvier, quand dans ce même centre-ville, dans les rues, vous voyez un jeune homme, un hipster, comme on dit, donc bien mis de sa personne, très à la mode, qui se fait agresser, sauvagement savater, tomber dessus pour rien, par trois jeunes filles qui ont tout l'air de sortir d'une banlieue délabrée et qui, le castagne, le jettent au sol et le piétinent pendant quelques secondes. Vous aidez ce jeune homme à se relever après que les filles aient disparu aussi vite et vous le suivez jusqu'au Dark Rihanna, donc ce bar pour lequel vous ne possédez pas les codes. Et voilà commence une exploration et de votre regard et de votre mémoire et une réflexion sur le territoire. On parle de l'inventaire du territoire aujourd'hui sur France Culture, on y est dans les nouvelles métropoles du désir et un territoire qui... comme vous le dites, quand on passe avec vous dans les rayons de l'hypermarché, est une sorte d'existence mécanique et qui se dérègle ou qui se dévoile, tout ce masque virtuel se déchire seulement quand la violence fait irruption. Et comme disait James Baldwin dans Les temps jadis, c'est la prochaine fois le feu, c'est ça que vous nous annoncez, c'est la violence qui est forcément au bout de chemin avec ces villes qui ne... Voilà, où on n'existe plus, où tout est insonorisé. La violence a déjà sévi quand même assez dramatiquement et massivement. Donc là pour le coup, ce qui est très troublant, c'est évidemment que ces trois jeunes filles tabassent ce jeune homme, mais c'est surtout que ce jeune homme, une fois qu'il est à terre, fait comme si la situation ne s'était pas passée en fait, comme s'il voulait de façon magique revenir à l'instant d'avant. Et cette espèce de déni en fait qui me trouble presque plus que la violence elle-même finalement. Et lui s'engouffre dans ce bar après, et puis va retrouver des sosies, des ersatz de Patti Smith et autres. Mais au départ, il est
il est dans cette situation de déni. Le plus troublant, c'est ça, beaucoup plus que la violence finalement. Comment la ville arrive à mettre cette espèce d'éteignoir sur ces situations-là, qui sont des situations de passage à l'acte en fait. C'est simplement du passage à l'acte. Ça, c'est ça qui me trouble. C'est l'élément déclencheur. Dans mes livres, il y a toujours un élément déclencheur au départ, qui est hyper troublant et qui amène à... Il faut mettre ça en mots parce qu'on ne pourra pas vivre plus longtemps si on n'a pas mis ça en mots. Donc ça part toujours de là. Et là, l'étonnement n'est pas où on pense finalement. Il y a un déni, comme vous l'écrivez, absurde de la réalité, l'agression qu'il vient de subir et au fond le réel tout entier qui est nié et qu'il n'arrive plus à voir. Donc on a l'impression qu'on nous renvoie à nous, notre incapacité à le voir et à le saisir aujourd'hui. Vous parlez de zones pavillonnaires comme ça, frontalières avec de l'entre-soi élégant. Et finalement, c'est cette friction, c'est ce frottement qui crée l'explosif, qui crée la matière explosive. On se sent disqualifié. Vous parlez, lorsque ces trois jeunes femmes vont agresser ce hipster, comme on dit, d'un rire. C'est assez incroyable, c'est un rire d'où exhale du mépris mal assuré, de la haine mal digérée, de la jeunesse torpillée. Donc, en même temps, on est en train avec vous, sans que vous nous emmeniez vraiment dans l'espace de ces zones, justement, et de ces jeunes femmes, en train simplement de constater ce qui affleure de l'extérieur. C'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans une observation, justement, de ces populations. Pourquoi ? Oui, je tenais vraiment à partir de la ville en fait comme élément, comme lieu qui déclenche, comme territoire qui déclenche ce qui se passe dans les périphéries en fait. Et j'ai quand même pas mal passé de temps en Seine-Saint-Denis et ces ados, je les connais un peu parce que je travaillais dans des dispositifs relais avec eux. Je connais un peu leur itinéraire de Bobigny ou de Saint-Denis jusqu'au Halles par exemple. Et donc il y a une part j'ai scénarisé leur parcours dans la ville, d'espèces de, je dis jeunesse torpillée, mais c'est des histoires après très très personnelles dans leur famille. On dit érosion des valeurs, il y a plus de valeurs, mais c'est pas ça, c'est que les valeurs sont parfois complètement aberrantes finalement. Donc c'est ces mélanges d'intimité complètement torpillée et de problèmes de classe. Je reviens un peu là-dessus, mais c'est vraiment la question de fond quand même. La disqualification, ça résonne avec le fameux déclassement qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Oui, parce qu'elles traversent des zones où elles croisent de la marchandise. C'est magique, la marchandise, mais elles pourront pas se le payer. Donc elles vont fumer un petit peu, de quoi tenir le coup 200 mètres de plus, et puis ça va partir en rixe. Et cette espèce d'itinéraire très nauséeux, en fait, quoi. Il est complètement dans la question du passage à l'acte, je pense. À un moment, ça, c'est la ville qui renvoie ça. C'est ce modèle. Alors, il s'agit pas de culpabiliser la ville. Au fond, tout le monde est dans je culpabilise personne, si vous voulez, mais la ville, inconsciemment, par nos façons d'être, par nos façons de vivre la ville, nous renvoyant un modèle économique, un modèle culturel, qui est parfois douloureux et difficile à vivre pour ceux qui n'ont pas accès à ce modèle-là. Et d'ailleurs, vous convoquez ce que vous appelez la ville passée, que les plus jeunes n'ont pas connue, celle qui était faite, dites-vous, de regards et de voix, donc d'hommes et de femmes qui se croisaient, qui parfois s'affrontaient, mais qui étaient en présence dans la ville. Et aujourd'hui, on a l'impression dans la ville, ces métropoles du désir que vous décrivez, c'est plus que des flux d'argent, de marchandises, d'informations ou d'usagers, comme on dit, mais certainement pas de citoyennes et de citoyens. Et vous croyez que on peut non pas revenir à la ville du passé, parce que je pense que ça c'est légèrement réactionnaire et impossible, mais qu'une autre ville, du coup, est possible, ou que on est dans une course en avant effrénée vers cette ville virtuelle? C'est l'idée de ville-monde de Saskia Sassen. Bon, c'est cette idée, et pour les coups, le langage performe directement la réalité. La ville-monde, c'est ces flux numériques, ces flux économiques, ces flux de personnes. Enfin, on est toujours dans des flux, effectivement. Et ça performe nos façons d'être, évidemment. Mais je pense que sur des territoires un peu, comme on dit, délaissés, c'est le livre de Christophe Guilluy. Moi, je suis pas totalement d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais enfin, il a une intuition forte. Les fractures périurbaines. Il nous dit quand même que c'est sur ces territoires-là que, alors lui, il a une vision très noire, parce qu'il dit c'est là qu'il y a le vote FN, etc. Moi, je pense que c'est peut-être des territoires où on peut recommencer quelque chose, au contraire. Ou à force d'être délaissé, faut peut-être tenter autre chose qui serait une espèce d'alternative, une autre mode de vie, une autre façon de produire de l'économie. Et en alternative au modèle des villes qui est assez catastrophique, en fait, et qui, je pense, est directement lié à la question du passage à l'acte. J'insiste assez là-dessus parce que c'est pas tellement évoqué, ça, en général. Voilà. Ce passage à l'acte, comme vous l'écrivez, c'est au cœur de l'ambiance urbaine. Il y a un interstice de non-droit, un zonage flottant et reproductif surtout. C'est-à-dire que on va retrouver ces îlots d'angoisse
et de violence qui se baladent comme ça un petit peu comme des nuages et qui sont absolument pas cadrables, organisables ni prévisibles. Vous dites que vous avez une approche qui s'inspire de Michel Foucault, une écriture scientifique littéraire entièrement au service de l'articulation entre ce qui se pense et ce qui se vit. Et du coup, j'avais envie de faire dialoguer Philippe Basset avec vous sur cette idée justement. Vous, comment est-ce que vous articulez le réel du journaliste, l'écriture ensuite, cet art de raconter, comme vous dites, mais qui n'est pas non plus de la fiction. C'est-à-dire que vous travaillez à débarrasser, on va dire, la fiction du réel de ses rouages habituels. J'ai l'impression que vous dégraissez un peu tout ça, Philippe Basset. Je reviens à ce que vous disiez. Comment est-ce qu'on oppose Jean-Claude Poisson. Comment est-ce qu'on oppose un discours, comment est-ce qu'on essaye de construire un discours face justement au discours des médias sur une réalité. C'est vrai que moi je crois pas du tout à la possibilité de construire un contre-discours. La seule chose auquel je crois, c'est ce que fait Éric dans tous ses livres, c'est de rentrer dans le champ en fait. C'est-à-dire de pas opposer un discours à un autre, mais de dire voilà, moi je suis là, je vais voir, j'ai pas de certitude. C'est ce qui est assez magique dans tous les livres d'Éric, c'est que il y a justement pas de certitude. En fait, les gens changent, flottent. Ces jeunes filles qui tabassent le jeune hipster, on les voit initialement comme des gens très violents et hyper agressifs, puis le regard qu'on peut porter sur elles, justement sur leur maladresse, sur leur rage rentrée, fait qu'en fait, on se rend compte qu'elles sont finalement assez sympathiques et compréhensibles. Tout le moins malheureuses et terrifiées. Voilà. Et moi, je crois vraiment beaucoup à ça. C'est-à-dire, je crois pas du tout à la possibilité de construire quelque chose de cohérent face à un discours qui nous est asséné. Je pense que la seule possibilité, c'est de rentrer dans le champ, de dire qu'on sait pas, de dire que voilà, les choses changent, qu'on essaye d'attraper des choses et d'être soi-même le liquide test dans l'éprouvettes, en fait, de rentrer dans l'éprouvettes, voilà. Jean-Claude Poisson, à l'instant, Éric Chauvier évoquait le fait que s'il y a un endroit du territoire où il se passe peut-être quelque chose, ce sont dans ces zones périurbaines qu'on croit perdues pour la République, qu'on croit vouées à voter Front National, et peut-être que dans ces fractures s'invente quelque chose. Or, la classe ouvrière que vous filmez dans la bataille de Florange, elle s'est aussi emparée, quand elle croyait qu'elle allait au paradis, des pavillons, des zones pavillonnaires, quand elle avait encore les moyens et que les pavillons valaient encore quelque chose. Est-ce que vous avez pu constater, vous, dans les lieux de vie des ouvrières et des ouvriers que vous avez suivis pendant toutes ces années pour la bataille de Florange, que quelque chose s'inventait? Parce que pour ma part, je suis allé à Hénin-Beaumont, par exemple, et il y a quelques années encore, le boulevard d'Archicourt qui partait de Hénin pour aller à Beaumont était appelé le boulevard de la mort. Toutes les usines étaient parties, c'était des friches. Et je suis allé voir aujourd'hui, il y a des usines qui réouvrent. Il y a même une épicerie solidaire qui s'est installée là, précisément. Voilà, il y a des choses qui s'inventent à Florange où vous retournez. Oui, mais je dois avouer quand même que j'étais plus dans le conflit que sur les périphériques, on va dire. Donc, je peux pas dire, mais par contre, je suis l'actualité de ce qui se passe à Florange, ou enfin, en tout cas, dans tout le coin, enfin, de la vallée de la Fensch. Je veux dire, il y a des initiatives citoyennes, par exemple, pour on va dire, pas pour le contrer, mais pour résister, par exemple, à toutes les initiatives que prend le maire du Front National, quoi, de Hayange. Parce que bon, là récemment, il a fait exclure une présidente d'une association qui était sur, je sais plus ce que c'était exactement, mais enfin c'était une association caritative. Là, il y a quelques jours, il a coupé l'électricité du Secours populaire, où en cette période, il y a plein de gens qui viennent pour manger et puis pour se loger. Donc il les a après exclus. C'est-à-dire qu'il les a virés du local. Je veux dire, là, oui, il y a des. Moi, je suis plus au courant de ce genre de réactions qui sont de la résistance, en fait. Hein. Donc, maintenant, des initiatives innovantes, peut-être en politique, oui, il y a des gens qui réfléchissent
à comment faire de la politique autrement. Et ça, c'est très important parce que, je veux dire, jusqu'à maintenant, on a fait de la politique, enfin, les partis politiques traditionnels ont fait de la politique en hiérarchisant verticalement les décisions. Donc c'était vers la tête que les décisions se prenaient, alors qu'il commence à y avoir un peu des mouvements un peu partout, et ça touche les territoires un peu de la vallée de la Fensch, en tout cas de certaines personnes, sur faire de la politique de manière horizontale, et plus de manière verticale. C'est-à-dire qu'on contrôle les gens qu'on va nommer pour nous représenter, et voilà. Et moi, je pense que c'est peut-être l'avenir, un peu comme il y avait fait Une nuit debout, qui n'a pas tenu longtemps parce qu'ils ont été sabordés, mais il y a quelque chose de neuf qui est en train de venir, que ça soit en Espagne. Alors bien sûr, ça prend du temps. Les Podemos, par exemple. Voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que bon, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'il faut, mais ça vaut le coup d'essayer et puis de garder l'espoir là-dessus. Brièvement, Philippe Vasset. Mais ce qui est frappant, c'est que moi, je suis né dans les années 70, et pour moi, tous les espaces que vous décrivez, les usines, etc., c'était quelque chose qui était complètement désaffecté quand j'étais enfant. Donc pour moi, ça a été plutôt un territoire joyeux. En fait, c'est l'endroit où j'allais traîner avec mes copains, c'est l'endroit où j'ai fumé mes premiers pétards. Quand j'étais plus vieux, c'est les endroits où j'ai été danser sur de la musique électronique. Comme les auditeurs qui ont la radio en couleur peuvent s'en rendre compte, Éric Chauvier porte un t-shirt Joy Division. C'était la musique qu'on écoutait à l'époque. C'est-à-dire, donc, du coup, tous ces espaces-là ont été plutôt pour nous des espaces de liberté, d'échange, de joie, d'invention, et ça a débouché sur aujourd'hui plein de squats, il se passe quand même beaucoup de choses dans tous ces endroits désaffectés. Mais ça existait bien avant les années 70, je peux vous le garantir. Moi, je suis né en 49, j'allais aussi jouer, pas en 49 parce que j'étais trop jeune, mais dans les années 50, j'allais jouer dans des baraques cassées, on appelait ça, dans des quartiers qui étaient plus ou moins en train d'être abandonnés. Je veux dire, ça a toujours existé, les zones. Alors, je vous donne un mot, en 2016 et 2017, les gens appellent même ça de l'urbex. Ping-pong. C'est déjà fini. Oui, un peu plus d'un siècle, on appelait ça la zone que fréquentaient les Apaches, en effet. Merci beaucoup à tous les trois, Éric Chauvier, Philippe Vasset, Jean-Claude Poirson. Jean-Claude Poirson, vous êtes donc le réalisateur, l'auteur de ce documentaire La bataille de Florange, qu'on peut découvrir et redécouvrir en salle. Le 23 décembre, il y aura notamment une projection au cinéma La Clé à Paris. Éric Chauvier, vous, ce sont les nouvelles métropoles du désir chez Alia. Quant à vous, Philippe Vasset, outre la légende, votre nouveau roman qui se passe au Vatican, votre territoire, vous participez aux 5 ans de la revue Feuilleton, le numéro 18, qui s'intitule Écrire la littérature du réel. Absolument.